Salutations curieux. Connaissez-vous l'expression « d'homme malade de l'Europe » ? Cette expression proviendrait de Nicolas Ier, tsar de Russie, qui en 1853, lors d'échanges avec un ambassadeur britannique, a désigné l'Empire ottoman d'homme malade, vraiment malade. Et pourtant, si l'on regarde quelques siècles plus tôt, l'Empire ottoman était une force extrêmement importante, s'étendant de l'Europe balkanique, au Proche-Orient et à l'Afrique du Nord. L'homme symbolisant cet apogée étant Soliman le Magnifique, sûrement le sultan ottoman le plus connu. Alors que s'est-il passé ? L'événement qui peut expliquer la situation de l'Empire ottoman au XIXe siècle est l'indépendance de la Grèce. Aujourd'hui, découvrons les événements et le contexte qui, le 3 février 1830, a conduit à l'indépendance de la Grèce, autrefois territoire de l'Empire ottoman. Tout d'abord, il est nécessaire d'introduire le fonctionnement de l'Empire ottoman à l'époque. Il existe deux types de territoires, les provinces du territoire appartenant à l'Empire et les États vassaux, payant un tribut à l'Empire ottoman, mais conservant leur propre organisation. C'est le cas par exemple de la régence d'Alger. L'organisation de l'Empire est régie par le sultan, occupant le rôle de dirigeant suprême sur l'immense territoire qu'occupent les Ottomans. Une des notions particulièrement remarquées lorsque l'on parle de l'Empire ottoman, c'est sa grande diversité ethnique et religieuse. Comme nous l'avons déjà vu dans les précédentes vidéos, le Moyen-Orient, l'Europe centrale et l'Afrique du Nord sont les lieux de grandes disparités linguistiques, confessionnelles et culturelles. Ces diversités faisaient à la fois la force de l'Empire à son apogée, mais aussi sa faiblesse lors de son déclin. En effet, au plus l'administration ottomane s'affaiblissait, au plus cela permettait à des communautés de développer une forme d'indépendance. Et il n'existait toutefois pas d'égalité parfaite entre les différentes communautés religieuses de l'Empire. Les communautés qui n'étaient pas musulmanes sunnites ne pouvaient par exemple pas porter plainte contre les musulmans sunnites. Ainsi, les inégalités sociales et religieuses, associées aux idées révolutionnaires grandissantes de l'époque, entraînèrent des vagues de révolte de la part des populations grecques et balkaniques sous le joug du sultan à partir des années 1820. La guerre entre les communautés grecques et le pouvoir ottoman débute durant les premiers mois de l'année 1821. Les armées étaient principalement désorganisées jusqu'à l'arrivée du général Théodoros Kolokotronis, ayant permis la prise de la ville de Tripolisa dans le Péloponnèse. Fin juin 1820, c'est la Crète qui se révolte. Le 12 janvier 1822, à côté de l'antique cité d'Épidore dans le Péloponnèse, les Grecs se regroupent en assemblée et proclament leur indépendance, mettant ainsi fin à une domination datant du XVe siècle. Depuis mai 1821, des généraux grecs tentent de rallier à leur cause une île particulièrement riche, l'île de Chios. Face à cette tentative, l'Empire ottoman réplique. Il envoie près de 45 000 hommes. Leur but, raser la ville et tuer les populations pouvant constituer un problème pour la souveraineté de l'Empire. Les hommes de plus de 12 ans, les femmes de plus de 40 ans et les enfants de moins de 2 ans. Le bilan est estimé à environ 25 000 morts et 45 000 Grecs sont faits esclaves. Face au massacre commis par l'Empire ottoman, l'Europe se voit imprégnée d'une forte émotion, les poussant à soutenir la cause grecque face à la cause ottomane. C'est ce qu'on appelle le philhellénisme. En France, nombreux sont les artistes à avoir exprimé leur soutien à la communauté grecque, tels que le peintre Eugène Delacroix et son tableau « Scène des massacres de Schio », ou encore le poète Victor Hugo, qui dans son recueil « Les Orientales » consacre un poème entier au massacre de Chios, nommé « L'enfant grec ». Le philhellénisme ne s'arrête pas là. Des troupes anglaises et françaises viennent également apporter leur soutien aux armées grecques, et ces soldats seront nommés les Philhellènes. Après de nombreuses batailles, c'est lors du traité de Londres du 6 juillet 1827 que l'Angleterre, la France et la Russie font une offre de médiation que le sultan de l'époque, Mahmoud II, repousse. Les trois puissances européennes reconnaissent par ailleurs lors de ce traité l'indépendance de la Grèce. En mai 1828, débute la 9e guerre russo-turque. L'armée russe prête ainsi main forte aux insurgés grecs. Face aux avancées des troupes russes dans les Balkans, le sultan se voit contraint de négocier la paix. Cette paix est négociée lors du traité d'Andrinople, le 14 septembre 1829, permettant à la Russie de renforcer son contrôle dans la mer Noire. Le 3 février 1830 a lieu le protocole final du traité de Londres. Le sultan Mahmoud II reconnaît l'indépendance de la Grèce, mettant ainsi fin à une guerre de presque 10 ans, ayant vu l'intervention de puissances étrangères. Les bases de l'État grec indépendant seront finalement installées lors du traité de Constantinople en février 1832. On peut ainsi dire que l'indépendance de la Grèce constitue une des premières bases du déclin de l'Empire ottoman. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description, ainsi que ceux des musiques utilisées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et si mon travail en général vous plaît, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.